Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Bascule, le podcast qui se demande pourquoi et comment vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Aujourd'hui, mon invité est un auteur de bande dessinée prolifique que je connais depuis l'âge de 10 ans, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai découvert lorsque j'avais 10 ans quand mon frère m'a offert ma première BD de la saga Donjon. Je parle bien sûr de Lewis Trondheim, et c'était pour moi un honneur de pouvoir l'interviewer parce que je suis fan de cette personne, d'ailleurs ça va se sentir dès le début de cette interview. Dans cet épisode, on va revenir sur son parcours, sur son pseudo, sur ce qui l'a poussé à faire de la bande dessinée, et également de choses un peu plus étranges comme la culture extraterrestre, et que diriez-vous si vous rencontrez un jour un Vulcain. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Bonjour Lewis, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous Avec pouvez vous plaisir. présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Lewis Trondheim, sauf que c'est pas mon vrai nom. Mhm. J'ai un vrai nom français et j'ai pris ce pseudonyme-là parce que je n'aimais pas mon prénom ni mon nom, mais que je voulais choisir. C'est bien de pouvoir Ok, choisir dans la vie, et c'est assez rare de pouvoir choisir son nom et son prénom, sauf si on fait du rock ou si on fait ouais. de la BD, comme Johnny Hallyday ou Hergé. Donc, j'ai voulu faire de la BD, pas pour changer de nom, mais j'ai voulu faire de la BD parce que je voulais raconter des histoires. Et ça fait que depuis, j'ai commencé mon fanzine en 88. Ouais. Donc ça fait 34 ans que je suis dans le métier de la bande dessinée. Ok. Euh, Comment vous est venu le nom Lewis Trondheim? Il fallait bien choisir quelque chose. Mais est-ce qu'il y a une référence à quelque chose ou est-ce que ça... ou pas du tout? Alors Lewis, parce qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait, d'une part, il y avait Lewis Carroll, et j'aimais Mhm. beaucoup Les Au des Merveilles. Il y avait Jerry Lewis, parce que mes parents, quand il y avait un film de Jerry Lewis qui passait à la télé le soir, c'était le seul soir où je pouvais regarder le film avec eux, même s'il y Mhm. avait école le lendemain. Donc c'est une espèce de récréation. Et plus tard, parce qu'il y avait Carl Lewis, qui était le plus grand sprinter de l'époque. Et, et ça a commencé par L comme Laurent, donc je gardais un petit peu quand même de mon origine. Et Trondheim, parce que j'ai fait un voyage quand j'avais 18 ans avec un copain. C'était avec le système Interrail. Je ne sais pas si ça Ok, ouais. existe encore. Si. Est-ce que c'est bien un billet de train où on paye tout d'un coup et puis on peut voyager en illimité en Europe? Voilà, c'est ça. À Ouais. l'époque, c'était 500 francs. On payait 50% en France et c'était gratuit tout le reste de l'Europe. Ok. Et donc, avec le copain, lui m'a entraîné pour aller voir. Moi, j'étais très timide. Je n'aurais jamais quitté normalement la France pour n'importe quoi. Il a dit, allez, viens, on va visiter la Scandinavie. Donc, ouais, ok, pourquoi pas aller. Essayons de faire quelque chose qui me sorte de ma tanière. J'étais très timide et très introverti. Et on s'était arrêté un moment à Trondheim, il pleuvait comme vache qui pisse. On s'est arrêté au bout d'un tram, on a planté la tente, on a dormi là. Le lendemain, il faisait beau. Après, j'ai dépensé beaucoup de sous par rapport à mon budget pour un gâteau qui était finalement rempli de cannelle et je déteste la cannelle. Donc, c'est plutôt pas un super souvenir, hein, Trondheim. Effectivement. Sauf que comme c'était lui qui décide tout, vers la fin du séjour, à un moment, je voulais aller sur Berlin-Est et lui, il ne voulait pas aller sur Berlin-Est, il voulait aller ailleurs. Et je lui ai dit, bah, écoute, maintenant, je vais tout seul. Et c'est un petit peu D'accord, ouais. peut-être pour cette prise d'initiative et d'indépendance que Mhm. j'ai pris le nom de Trondheim, en Ok. souvenir de ce voyage. Ça aurait pu être Stockholm, ça aurait pu être Oslo ou Berlin-Est. Mais ça a été Trondheim. Voilà. Il y a un côté du coup symbolique dans ce pseudo. Est-ce qu'il y a, enfin, de la manière dont vous le racontez, ça a l'air d'être des souvenirs assez, enfin, presque comme si vous l'aviez vécu hier. Est-ce qu'il y a, ça produit quelque chose chez vous, cette envie d'indépendance? Ouais, parce que moi, je suis d'une génération, on a fait l'armée d'une manière obligatoire pendant un an. Donc, je me suis retrouvé en Allemagne. Bon, heureusement, je n'étais pas troufion, j'étais dans des bureaux. Mais malgré tout, c'est pas très agréable de recevoir des ordres de gens qui ne sont pas forcément très qualifiés pour, comment dire, l'intelligence. Mhm. Et je me suis dit, plus jamais ça, quoi. Plus jamais je veux travailler dans un bureau, plus jamais je veux travailler sous les ordres de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'avais le choix, mon père était libraire, soit devenir libraire après lui,
Mhm. ce qui est une option possible. Oui. Ou soit je cherchais une autre voie. J'ai fait des études après de graphisme publicitaire en me disant je pourrais peut-être travailler dans une agence et ça rassurera mes parents si je vais dans cette voie-là, mais ce que j'aimerais bien, c'est plutôt essayer peut-être la bande dessinée. Mhm. Et en allant dans un colloque sur la bande dessinée en 87, je rencontre Jean-Christophe Menu qui à l'époque faisait une structure associative avec une revue qui s'appelait Le Lynx. Mhm. Et dedans, j'ai découvert plein de choses avec un graphisme qui était très différent de ce que j'avais l'habitude de voir, qui étaient vraiment les classiques. Mhm. Et c'était souvent très mal dessiné, mais très bien raconté, très intéressant. Et c'est là où j'ai eu le déclic de me dire, peut-être que la bande dessinée est faite pour moi. Et donc, j'ai essayé d'élaborer des styles assez minimalistes pour raconter Mhm. des choses. Oui, du coup, c'est un peu une rencontre, la bande dessinée et vous. Est-ce qu'il y a une espèce d'épiphanie? C'est ce que j'ai raconté là, c'est le jour où Ouais. je découvre qu'on peut Oui, raconter mais sans je veux savoir dire bien dessiner. Mais dans la- dans quel sens? Dans le sens bah, découverte, parce qu'il y a, blow enfin, je mind, remarque, comment? dans le sens blow mind. Oui, un petit peu genre bon sang, mais c'est bien sûr. Ou est-ce Non. que c'était progressif? Non, non, ça a été vraiment très progressif. Mhm. Pendant que je faisais mon école de graphisme publicitaire, j'ai commencé en même temps à faire un petit peu des bandes dessinées, à faire un peu de fanzine tout seul. Mhm. euh, et en me disant, je vais essayer, on va voir si ça peut marcher comme ça. Si ça ne marche pas, j'essaierai peut-être de faire du scénario pour la télévision ou pour le cinéma. On verra si c'est. Mais ça me paraissait plus simple avec la bande dessinée parce que j'étais seul aux manettes. Mhm. Toujours dans cette envie d'indépendance et d'être tout seul à gérer les choses sans avoir à me mettre avec des gens en qui je n'avais pas forcément confiance, et surtout quand je ne les Mhm. connais pas. Mhm. Donc, non, non, c'était très tardif. Hein, genre, entre 88, où j'ai commencé mon fanzine, et 95, où j'ai publié mon premier album chez Dargaud, qui était de Lapino, où Mhm. j'étais sûr d'avoir un contrat pour faire plusieurs albums d'affilée, parce que d'habitude, c'est Ok, un ouais. album, puis un autre chez un autre éditeur, puis un autre, puis des Mhm. illustrations, puis ceci, puis cela. Là, voilà, il m'a fallu 7 ou 8 ans avant d'avoir la confiance en moi pour me dire, voilà, je peux entamer une carrière dans la bande Ok. dessinée, et je peux aussi avoir des enfants avec ma femme de manière Mhm. plus sereine. Mhm. Ce qui est enfin, amusant avec beaucoup de guillemets, c'est que le fait de devoir rassurer ses parents reste encore très présent, que ce soit en 88, enfin 87, 88, que en 2022. Et, Et ça dépend des parents aussi, hein. oui, bien sûr. Et il y a des parents qui sont jamais inquiets, qui s'en foutent. Mhm. Mais je pense que c'est sain de la part des parents de s'inquiéter, c'est sain de la part des enfants de rassurer les parents. Mhm. Oui, Euh, oui. mais après, je pense pas que ce soit une loi globale. Je pense qu'il y a je ne sais même pas quel pourcentage il y a de gens qui veulent rassurer leurs parents, mais peut-être 50% à mon avis. Hein. Mhm. Je sais pas, il n'y a pas d'études, il faudrait faire des études. Non, enfin, une étude statistique sur combien de parents ont besoin d'être rassurés et combien d'enfants veulent rassurer leurs parents. Mais effectivement, c'est plutôt sain dans la mesure de, enfin, dans la majorité des cas, les parents nous aiment. Et du coup, ils ont besoin, du coup, c'est plus de, enfin, c'est pas tant qu'ils ont besoin d'être rassurés, j'ai l'impression, c'est plus qu'ils ont besoin de savoir qu'on est en sécurité. Et c'est plus ça, j'ai l'impression, qui les rassure. Je sais pas si vos parents l'ont vécu comme ça. Ça doit être ça, ça doit aussi. Il y a aussi, je pense, derrière l'idée de dire j'ai fait un bon job de parent. Mhm. Il est sorti du nid, puis il se débrouille. Ouais. J'ai fait mon travail d'être humain Mhm. reproducteur. Mhm. Oui, un peu comme le reste des animaux, sauf qu'on le fait vraiment à notre manière en tant qu'être humain. Sauf qu'on est quand même des animaux, même si on est des êtres Oui, humains. ça c'est sûr. D'un point de vue biologique, ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, vous m'avez dit à peu près 7 ans jusqu'à vraiment cette prise de confiance? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont contribué ou ça s'est fait vraiment de manière rectiligne? Euh, c'est une question de chance et de rencontre. Mais parfois, on Ouais. dit pas, moi, j'ai pas eu la chance et tout ça. Je pense simplement que la chance, elle est à côté de tout le monde, mais il faut savoir la voir et savoir la saisir. Euh, quand quand j'étais à l'armée, Mhm.
ça c'est un des seuls points positifs de l'armée, c'est que j'étais dans un bureau à la promotion sociale, donc j'aidais les appelés quand ils allaient sortir de l'armée à trouver un job ou faire des préparations pour, pour un métier. Et à côté, il y avait un bureau qui était la photographie. Mhm. Je ne sais pas totalement ça servait à quoi, mais il y avait un photographe qui était lieutenant, je crois, et puis il y avait un appelé comme moi qui lui faisait un fanzine. Je ne savais pas ce que c'était un fanzine. Donc un fanzine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit magazine qui à l'époque était photocopié en noir et blanc généralement, parce que c'est trop cher en 85-86 de le faire en couleur, fait tout seul ou à plusieurs, sur une thématique qui peut être bande dessinée, mais ça peut être aussi genre fan de cinéma d'horreur, fan de couture ou peu importe, hein. Donc lui, il faisait un fanzine avec des strips de bande dessinée. Des strips, c'est des petites 3 ou 4 cases qui font une histoire comme les Peanuts, Snoopy ou Les Calvin et Hobbes. les Hobbs. Donc je découvre, et il faisait un système animalier aussi, avec un système un petit peu simple au niveau du dessin. Donc je vois que le fanzine existe, je vois que la bande dessinée sous ce format-là existe, et lui, en plus de ça, il travaillait au cahier de la bande dessinée, qui était une revue de l'époque qui existe toujours maintenant, mais qui a changé de formule complètement, qui était très littéraire, très axée sur une vraie critique un peu profonde de la bande dessinée. Ce n'était pas juste le nouveau Astérix est sorti, faisant une critique. Ils allaient chercher des auteurs un peu pointus à gauche, à droite pour en parler, pour les faire découvrir. Et donc, je découvre les cahiers de la bande dessinée via ce copain de l'armée. Dans les cahiers de la bande dessinée, 2 ans plus tard, ils annoncent que enfin, le directeur de la publication, c'est-à-dire Thierry Gonsen, annonce qu'il va faire un colloque sur la bande dessinée en 87. Et je demande à mes parents s'ils peuvent me payer ce colloque-là pour que j'aille voir à quoi ça ressemble. J'aurais pu très bien dire, oh, bah, il y a un colloque, mais je n'y vais pas. Oui, C'est c'est sûr. simplement, voilà, il y a une opportunité à un moment. Ça m'intéresse de voir ce que c'est que la bande dessinée, comment les gens y travaillent dedans. Peut-être pour faire quelque chose ou peut-être pas. En tout cas, y aller pour avoir la certitude d'un côté ou de l'autre. Et puis j'y vais. Après, je fais mon fanzine, je l'envoie régulièrement aux gens que j'ai croisés dans ce colloque. Il y en a un, Jean-Christophe Menu, qui après son expérience du Lynx voulait faire d'autres choses. Donc il a appelé pas mal de gens, dont moi, qui lui envoyaient les fanzines, pour faire une structure qui a été l'association. L'association qui a après publié Jeanne Satrapi pour Persépolis, pour les plus connus. Cette structure-là s'est montée en 90. C'est une vraie structure associative, loi 1901, sans but lucratif. Et donc, je me suis retrouvé à être avec des gens, avec une équipe. Et pour répondre à tes questions, il y a un moment où on faisait une réunion. Moi, j'étais toujours le petit garçon un peu timide qui se sentait un peu imposteur là-dedans. Ça était vraiment minimaliste. C'est-à-dire que je dessinais des personnages très, très grossiers. La bouche ouverte, la bouche fermée, je photocopiais les cases, je rajoutais des bulles, et puis je créais une rythmique avec les dialogues. Et donc, à un moment, dans la conversation, il y a des projets qui se proposent. Puis moi, je pense à quelque chose, mais je n'ose pas trop le dire. Généralement, je reste dans mon coin, je n'ose pas trop le dire. Et à un moment, je prends sur moi et je dis, peut-être qu'on devrait faire ça comme ça. Et puis, ils me regardent, ils me font, ah bah oui, c'est super idée. Et là, effectivement, il y a eu un déclic par rapport à ce que tu posais comme question. Il y a eu un déclic de j'ai eu confiance en moi, j'ai eu plus confiance en moi par rapport à des pairs qui faisaient le même métier que moi, qui avaient pas le même parcours, mais le même âge, la même volonté de se raconter en bande dessinée. Et là, j'avais une espèce d'un seul coup, donc après, j'ai une autre idée, je proposais, super idée, et encore une autre, et de fil en aiguille, j'ai pris vraiment confiance en moi, et voilà. C'est du coup ce que j'appelle la preuve par le réel, c'est qu'à un moment, quand on a toujours peur de dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, au fur et à mesure, progressivement, il y a un truc qui s'opère dans le cerveau, il fait bon, ok, je propose quelque chose, il ne se passe rien, je suis toujours vivant, je propose une deuxième chose, au contraire, c'est bien, je suis toujours vivant, etc. Et est-ce que vous diriez que c'est justement
cette prise de confiance qui a fait nourrir le projet Lapino? Ou alors c'est l'inverse, vous aviez d'abord, comment dire? Est-ce qu'il y a d'abord eu le projet Lapino et aller voir chez Dargaud, si je ne me trompe pas? Ou est-ce que justement, ça a été Dargaud, puis le projet Lapino? Non, clairement, moi, j'ai fait un premier album qui s'appelle Lapino et les Carottes de Patagonie, mais ce Ouais, n'était pas pour le faire un album, c'était juste pour apprendre à dessiner un peu mieux que juste les ok, bonhommes patates, la bouche ouverte, la bouche ouais. fermée. Je me disais, je vais faire 500 pages. En fait, je me suis arrêté à la page 423 ou 424 Mhm, en me disant, bon, c'est bon. En fait, j'ai bossé pendant 9 mois, puis je me dis, c'est bon, on peut arrêter là. Et pendant un an, j'ai fait d'autres projets. En mhm, disant, bah, je peux les proposer. Je les ai proposés, personne n'en voulait. Et les copains de l'association ont lu les 423 pages et ils m'ont dit, ouais, bah, c'est super, on va le publier. Alors qu'on était en 91, et en 91, les romans graphiques de 500 pages en noir et blanc, ça mhm, n'existait quasiment pas. Il y avait Will Eisner, mhm, à la limite, qui avait fait un petit peu des choses, ou Art Spiegelman, mais on n'était pas du tout dans ce domaine-là, puis ça coûtait cher à imprimer. On n'avait pas forcément mhm. les moyens. C'est pour ça qu'on s'est même associé avec une autre petite structure qui s'appelle le Lézard, Oui, ok, ouais. pour faire une coédition de ce gros bouquin. Et une fois que ça a été publié, j'ai fait 2, 3, 4 travaux de temps en temps. Mhm, Mais après, j'ai fait un album qui s'appelle Slalom, en noir et blanc, petit mhm, format, mais je voulais le faire en couleur. Enfin, le but, c'était de le passer en couleur. Et j'ai été voir tous les éditeurs, ça devait être en 93. mhm, Et donc, c'est l'histoire de Lapino avec ses copains qui vont au ski, et c'est des histoires de vacances de ski. mhm. Et aucun éditeur n'a voulu parce que c'était animalier, donc plutôt pour enfants, minimaliste, donc plutôt D'accord, ok. pour enfants, alors que le propos était plutôt ado-adulte. Mhm, Et pour eux, il y avait une vraie dichotomie entre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils ressentaient à la lecture. mhm. Donc, il y en a qu'un qui avait bien voulu le publier, c'était les humanoïdes associés à l'époque, Ok, ouais. mais gratuitement. Ok. Donc, comme j'étais aussi payé gratuitement, enfin, je le faisais le bouquin gratuitement à l'association, j'ai demandé aux copains, bah, est-ce que vous ne voulez pas publier le Salam à l'association? Ils ont dit, ouais, et puis enfin, ils l'ont lu, ils ont dit, ah ouais, c'est bien, c'est chouette. Mhm, Et ça a été publié à l'association. En 94, ça a le prix coup de cœur à Angoulême, mhm, meilleur jeune auteur. Et là-dessus, Dargaud, on revient me voir en me disant, ah bah mhm. maintenant qu'il y a eu une espèce de validation Ouais. officielle du Festival d'Angoulême, on est OK pour faire tes... Enfin, ils sont pas on est OK pour faire la Pinot tout de suite. Ils ont dit, on est en attente du procès en appel par rapport à Astérix et Uderzo, parce que Uderzo voulait récupérer les droits d'Astérix qui étaient Mhm. chez Dargaud à l'époque. Ok, ouais. Et si Dargaud gagnait en appel et donc gardait Astérix, il me prenait. Et Ah donc, oui, ouais. et donc 2 mois après, il me dit, ah, on a gagné en appel, on te publie, il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est 8 mois ou un an après, ils ont perdu en cassation. Ok. Mais j'avais déjà un pied Ouais. dans la boîte. Ah, c'est quand même des événements un peu du hasard assez fou. On dirait presque un scénario, en fait. Et, Oui, c'est pour ça que c'est ce genre de truc, si on doit refaire, si on doit ouais. expliquer, si on doit avoir un circuit, il y a tellement de hasards, de Mhm. circonstances qui font que ça peut très bien ne jamais se passer, quoi. J'aurais Bien sûr. bien pu reprendre la librairie de mon père, Mhm. sans doute été très content aussi finalement, mais, Mhm. mais en même temps, c'est pour ça que je parle de hasard et de savoir saisir sa chance, c'est que, à la limite, si Dargaud n'avait pas pris ce projet-là, peut-être qu'un autre aurait fini par le prendre, hein, vu que j'avais eu un prix à Angoulême, et Mhm. j'aurais pas eu de prix à Angoulême, est-ce que j'aurais continué à faire de la bande dessinée? Peut-être, mais on ne sait jamais, on ne peut pas refaire l'histoire non plus, hein. Mhm. Et comment vous avez vécu ce prix? Parce que vous aviez déjà, de ce que je comprends, euh, retrouvé, on va dire, gagné confiance en vous par le fait d'être reconnu par ses pairs. Là, du coup, il y a un prix à Angoulême. Est-ce que ça a encore validé tout ce que vos doutes, ou est-ce que ça vous permet d'atteindre un niveau encore supérieur en termes de confiance? Non, enfin, moi, franchement, j'avais toujours le syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Ouais. Je savais que je dessinais un peu par défaut, comme je pouvais pour raconter mes histoires. Quand je pouvais faire des scénarios pour d'autres qui allaient le dessiner, je me sentais plus à l'aise. Mhm. Et parce que j'ai pas de vrai.
éducation au niveau du graphisme. J'ai fait l'école de graphisme publicitaire, mais c'était faire du lettrage, de la mise en place, mise en page, maquette, etc. Mais c'était pas vraiment pour le dessin. Ouais. C'est plus tard, à force, chaque fois, je me crée des paliers parce que j'aime bien les contraintes et j'aime bien un petit peu évoluer et pousser les choses plus loin. Donc, quand je dessinais juste des cases copier-coller avec des dialogues, moi, je me suis dit, bon, je vais apprendre à dessiner, je vais faire 500 pages. Quand j'ai fait les 500 pages, je me dis, OK, c'est pas mal, mais je me cache derrière les dialogues. Il faudrait que je fasse une bande dessinée muette pour faire que des décors et ne pas me cacher derrière les dialogues. Et j'ai fait La Mouche. Donc, c'était un album d'une centaine de pages en noir et blanc. Plus tard, faire des couleurs avec Brigitte, avec l'album classique cartonné. Après, je me dis, mais moi-même, je suis frustré, je ne sais pas faire des couleurs. J'ai commencé à faire les petits riens en 2005-2006 pour apprendre à faire des aquarelles simplement faire des aquarelles. Puis j'avais aussi une frustration de pas toujours de pas vraiment savoir bien maîtriser le dessin. Donc je me dis plutôt que de repartir à faire des choses vite fait, je vais plutôt me recentrer à recréer une base en faisant du dessin d'après nature pendant longtemps, quoi. Donc j'avais des carnets, je dessinais d'après nature, ce qui m'a solidifié un petit peu mes bases et qui m'a aussi appris à mieux aimer le fait de dessiner. Parce Ok, que, ouais. parce que comme je dessinais, mais je dessinais pour raconter l'histoire, je ne dessinais pas pour le plaisir du dessin. Ouais. Le fait pendant des années, de travailler sur le motif, il y avait comme un effet de méditation, de calme, de concentration sur le trait lui-même, et pas de concentration sur l'histoire de ce que je vais raconter. Et ça m'a apaisé à ce niveau-là, et ça m'a donné plus confiance, parce qu'effectivement, après, j'avais les outils pour mieux gérer mon dessin, même dans des cases pour des bandes dessinées. Du coup, on a l'impression que chaque album est à la fois permet de joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire il y a une frustration qui fait que il faut apprendre une compétence supplémentaire. On en fait un album, ou en tout cas on en fait d'un exercice, permet de le publier par la suite. Et j'ai l'impression, enfin, c'est au tout début de notre entretien, vous disiez que vous vouliez faire le choix entre reprendre la librairie de votre père, aller dans la bande dessinée. En tout cas, il y avait cette envie d'être indépendant. Est-ce que cette envie de progresser permet aussi d'asseoir cette envie d'indépendance? Non, je ne crois pas que ce soit une question d'indépendance à ce niveau-là. C'est vraiment plus une question de confiance en soi Ouais, ok. et de prendre plaisir à faire son travail, de prendre plus de plaisir à faire son travail et de moins se sentir comment dire, en porte-à-faux par rapport à d'autres copains dessinateurs qui sont très très bons. Donc voilà, et je travaille aussi beaucoup sur la contrainte et je suis très joueur. Donc, si on me dit fais un album avec une seule case, ça m'amuse. Si on me dit fais un album, écris-moi un scénario de science-fiction, écris-moi un scénario de western, écris-moi un scénario avec des strips, enfin peu importe. Moi, je suis là, ah ouais, super, intéressant. Et surtout, m'adjoindre parce que autant il y a ce sentiment d'indépendance que je revendique effectivement, mais de plus en plus, la volonté de travailler avec des copains dessinateurs. J'ai dû faire 200 bouquins jusqu'à présent. Je pense qu'il y en a 150 que j'ai fait en collaboration. Oui, ouais. Parce que j'étais un enfant solitaire et que je rattrape le temps avec des amitiés et des travaux quand je travaille avec des dessinateurs, c'est pas juste travailler avec un dessinateur comme ça, je prends son nom dans la et je lui téléphone. Bien sûr. Je travaille avec des copains. Oui. Donc, ouais, à chaque fois que je fais un livre comme ça, il y a une histoire d'amitié, de relation et plus l'album lui-même avec un sujet qui m'intéresse. Et quand c'est comme ça, est-ce que chacun a son rôle ou c'est plutôt une concertation et de la fusion des cerveaux jaillit l'idée, où chacun dit toi tu feras le scénario, toi tu feras l'écriture, toi tu feras la couleur? Non, en ce qui me concerne, moi, je me suis jamais senti à l'aise à l'idée de dessiner sur le scénario d'un autre. Je l'ai fait une fois, ça devait être en 92 ou 93, sur un tout petit format, avec Jean-Luc Coudray qui avait un super texte, donc je l'ai illustré, c'était très bien. Mais après, quand Apollo m'a proposé qu'il m'écrive un scénario
sur la fin de la piraterie dans l'océan Indien en 1730. Je dis, moi, le sujet est sans doute très intéressant, mais moi, je n'ai pas envie d'être à ton service, même si je t'aime beaucoup. Ça me paraît pas. Je vais m'ennuyer, quoi. Je vais vraiment m'ennuyer. Et il me reparle du sujet, il me parle du trésor d'un mec qui s'appelait Labuse, que tout le monde cherchait. Il me parle des pirates qui étaient amnistiés, on leur donnait des terres pour qu'ils arrêtent la piraterie, d'ornithologues qui venaient chercher un des derniers dodos qui pourrait exister sur l'île de la Réunion à l'époque, qui s'appelait l'île Bourbon. Je me dis, en fait, il y a un super sujet. Et il y a tout un travail historique que moi, je n'aurais jamais fait de recherche. Donc, je lui ai dit, OK, on fait ça. Tu me fais un scénario et je le dessine tel quel si ça me plaît tel quel. Je change des choses si j'ai envie de le changer. Je rajoute des scènes si j'ai envie de rajouter des scènes. Il m'a dit, OK, banco, effectivement, il y a des scènes qui sont 100% de lui, des scènes qui sont 100% de moi, des choses 50-50, 75-25, et peu importe. Et en tout cas, ça m'a permis de m'amuser. Je lui ai aussi dit, ne me fais pas tout le scénario à l'avance, on avance au fur et à mesure. De façon à ne pas avoir une espèce de montagne à l'avance, voir que je devais la gravir. Et simplement, marche par marche, me dire, voilà, on va évoluer comme ça. C'est comme si on m'avait dit en 88, là, il faut que tu bosses pour être Grand Prix à Angoulême en 2006. Là, je dis, non, jamais de la vie, ça ne va pas marcher comme ça. Donc, à chaque fois, petit à petit, ne pas viser trop haut, mais viser quand même un peu plus haut. Et les autres collaborations que j'ai pu faire, c'est pareil, c'est avec Alfred sur Castelmore. Il me dit, je voudrais que tu me fasses un scénario sur un conte de fées un peu revisité. Et il m'a proposé des thématiques, genre un château qui est dans une espèce de tempête éternelle, une sorcière dans les bois, un chasseur qui erre dans les bois, une mère, une grand-mère, une petite fille dans une barque. Il m'a dit, vas-y, tu fais tout ce que tu veux avec ça. Donc, il y a des trucs que j'ai pris, des trucs que je n'ai pas pris. Et pareil avec Mathieu Bonhomme sur Texas Cowboy. Lui, il voulait faire un western sans... Il m'a demandé un scénario, et ben on s'est réunis un soir, et puis on a listé les scènes que lui voulait dessiner. Et moi, j'avais ça en tête, et puis je lui ai dit, voilà, je vais lui faire plaisir, et je vais essayer de tordre un petit peu le cou à comment on fait le western habituellement, sans faire une parodie non plus, pour faire un truc un petit peu original, mais sympa et captivant. Donc à chaque fois, ça part de ça. Sur Mickey, il y a Karim Das qui m'appelle un jour en me disant, chez Glénat, là, ils vont avoir les droits pour faire du Disney avec les personnages qu'on veut. Est-ce que tu ne veux pas me faire un scénario? Moi, Disney, j'étais nourri à Disney quand j'étais gamin. Donc oui. Et il me dit, mais bon, j'aimerais bien dessiner le maximum de personnages possible, et pas trop de scènes, blablabla. Et moi, je savais que son dessin, il était très Disney. Donc en même temps, ça me gênait qu'il ait un dessin assez Disney pour faire du Disney. Parce que le but, c'était quand même de faire un travail d'auteur, comment dire, d'auteur moins Disney au sein de Glénat. Par exemple, Loisel a fait quelque chose, Causet a fait quelque chose, Thébault a fait quelque chose, dans leur style à eux. Alors que Carmidas avait un style plus Disney. Donc je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'imaginer qu'on y retrouvé des pages de magazines des années 60 et qu'on fasse comme une sorte de faux facsimilé des pages qu'on a retrouvées, mais qu'on n'ait pas retrouvé toutes les pages, et qui est dans les histoires. Par exemple, et que ces trous-là, c'est justement les jonctions dans les histoires où on explique pourquoi, ceci, cela, et en fait, et dans toutes les scènes chiantes d'explication. Et donc finalement, on a un album avec la page 1, la page 3, la page 7, la page 8, la page 12, et puis le lecteur comble lui-même les trous, et puis ça marche très bien comme ça aussi. Donc voilà, à chaque fois, c'est pas parce que j'ai un truc en tête que je veux dire, voilà, hey, je t'aime bien, j'ai une histoire. Parfois, ça peut arriver comme ça. Mais en fait, pas tant que ça. C'est quoi? C'est Franck Biancarri aussi qui me dit, j'ai un scénario d'un polar qui se passe à Marseille, tu pourrais pas le lire? Je le lis, je lui dis, ouais, ok, je l'ai lu, mais il y a des choses qui me paraissent un petit peu clichés, c'est dommage. Il me dit, comment tu ferais, toi? Moi, je ferais tout comme ça. Il me dit, tu veux pas le réécrire? Je dis, oui, mais je vais tout casser ton truc. Il me dit, ouais, c'est pas grave, fais-le. Bon, il n'y a pas de modèle. Enfin, pour moi, il n'y a pas de modèle pour créer une histoire et avoir une relation avec quelqu'un pour faire des bandes dessinées. C'est juste sur le coup de cœur, l'envie, l'intérêt, la surprise, et aussi les terrains que je n'ai jamais explorés. Il y a un côté, du coup, un peu défi dans le fait de se réapproprier vraiment un petit peu pas le scénario des autres, mais de comment, à partir d'une idée de quelqu'un, puisse ajouter quelque chose, qui ajoute quelque chose, qui ajoute quelque chose. C'est... Ouais, moi, j'ai foi quand je travaille avec quelqu'un,
je veux lui adjoindre ses qualités. Mhm. Si c'est quelqu'un qui dessine comme moi, je me dis, bon, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas Ouais. très intéressant. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est vraiment pour me dire, voilà, c'est 1 plus 1 égale 2, voire 1 plus 1 Mhm. égale 3. Ouais. 1 plus 1 égale 1,5. Mhm. Il faut vraiment que je fasse. Et quand je travaille avec Johan Sfar sur la série Donjon, Mhm. c'est encore pire que ça, parce que on part juste de l'idée de faire une histoire avec un canard qui est pris pour un barbare et qui doit avoir une mission, pour en faire une saga qui va se dérouler 10 000 tomes avant, 10 000 tomes Mhm. après, avec moult intrigues parallèles, de méta-histoires, de personnages Mhm. principaux, parce que ça s'est fait comme ça. Mhm. Et puis, on a l'énergie, quand on bosse ensemble, pour faire beaucoup de scénarios. Et Je me comment laisse vraiment vous... porter vraiment par le vent, par ce qui se passe. Je suis très, Ouais. très, très intuitif. Justement, c'est ce que j'allais demander, comment, parce qu'il y a quand même, vous dites que vous avez quand même écrit 200 bouquins, ce qui est pas rien. Euh, comment naissent vos idées? Est-ce que vous avez déjà observé un petit peu enfin, comment dire, généralement, pour ma part, mes meilleures idées, souvent, je les ai quand je fais complètement autre chose de ce pourquoi je suis censé travailler. Je vais me balader en forêt, dire, tiens, j'ai une idée, je vais écrire ça, etc. Est-ce que vous, il y a des moments de travail où ils disent, ah, il faut une idée, ou au contraire, vous avez aussi un petit carnet ou une note dans votre téléphone en disant, tiens, j'ai pensé à ça, un canard qui se fait pour qui on pense que c'est un barbare, alors qu'en fait, non. Et de là, naît l'idée. C'est très rare en fait de se dire je me mets devant la page blanche et je dois trouver une idée. C'est effectivement plus, on est en train de regarder la télé, on est au cinéma, on se promène à gauche à droite, ou en voyage, en transport. Il y a tout qui fait penser à autre chose. Et puis, c'est dommage si on regarde un film, c'est dommage qu'il n'ait pas eu ça, ça aurait été bien. Puis on note. Mhm. Il faut toujours avoir effectivement un carnet avec soi pour la noter, parce que quand on se dit je vais m'en souvenir, on ne s'en souvient pas. Donc, Ouais. et après, c'est aussi une question de gymnastique. Plus on en fait, plus on a des idées, plus on les note, plus elles vont arriver. Mhm. C'est un robinet. Si on se dit, je la noterai plus tard, on ne l'a pas noté, on l'a oublié, ah bah merde, on l'a oublié. Le lendemain, on a peut-être une idée encore, mais bon, ça ne sert à rien, je n'ai pas de carnet, je ne vais pas le noter. Puis, le truc se tarit. Mhm. Plus on note, plus on sait qu'on peut le noter, plus les trucs vont arriver. Mhm. Oui, c'est un véritable muscle, je ne sais plus parler. Euh, Vous disiez tout à l'heure, enfin, il y a que au départ, c'était plus, de ce que j'ai compris en tout cas, que la bande dessinée était aussi un moyen plus de raconter des histoires que de vraiment dessiner au tout départ. Et vous avez gagné en compétences pour justement dessiner ce que vous vouliez dessiner, des formes plus complexes, des côtés plus nature. Est-ce que aujourd'hui, il y a toujours le côté scénariste qui prend le pas sur le côté dessinateur, ou vous avez réussi à faire vraiment la fusion des deux? Je crois qu'il y a quand même la part scénariste qui est prépondérante. Après, quand je travaille pour moi, euh, non, c'est quand même la part scénariste, parce que je me rends compte que quand je fais des albums, que ce soit du Lapino ou Ralph Azam, Mhm. qui est aussi une série d'heroic fantasy, si j'avais su à l'avance ce que j'allais devoir dessiner, j'aurais dit, ah bah non, c'est trop de boulot, ça va Ouais. pas. Et c'est juste que je me laisse embringuer dans un fil, dans une histoire. Moi, c'est toujours simple, hein. Je commence une histoire par un dialogue, par une situation, par un rapport de personnage qui m'intéresse, qui m'interpelle et qui doit interpeller le lecteur, qui fait qu'il va être alpagué à la première case, à la première bulle, et il Mhm. va lâcher l'album à la dernière page, et puis il a oublié qu'il a fait l'effort de lire, et Ouais. c'est ça mon job, c'est de l'hypnotiser. Mhm. Si je dois faire, si et je travaille en improvisation, c'est-à-dire que si je travaille pour d'autres, je vais faire le scénario sur une semaine, 10 jours d'affilée, mais comme ça vient. Mhm. Parfois, il y a des trucs qui vont se structurer petit à petit, mais c'est normal. Mhm. Et puis, quand je travaille pour moi, je fais le scénario sur 3 pages, je l'encre, 2 pages, je l'encre, une page, je l'encre, encore 5 pages, je les encre. Et après, vers la fin, vers les 3 quarts, je me dis, bon, allez, maintenant, il faut que je finisse le scénario pour être sûr de boucler en nombre de pages nécessaires. Mhm.
Et puis je fais comme ça. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être mon premier lecteur aussi. Ouais, ce qui fait que quand vous créez, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Ou c'est bien, vous ne pouvez pas vous spoiler. Je peux pas me divulgacher Mhm. l'histoire et je peux pas surtout m'ennuyer. Moi, comme j'étais un gamin qui s'ennuyait beaucoup, parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, je suis né à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, puis après deux Mhm. chaînes. Après, les dessins animés, c'était une fois le mercredi, une fois le samedi. Donc, c'est pas comme Netflix maintenant ou Mhm. OCS ou Disney. On ne peut pas tout avoir à volonté comme on veut. Mhm. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de temps à s'ennuyer, à rien faire. Et je ne pense pas que ce soit du temps de perdu. Je pense que c'est du temps dont on se fabrique. Mhm. Je me dis souvent ça par rapport à la jeunesse actuelle qui a peur d'être confrontée avec soi-même. Le Mhm. vide d'être là, ah, j'ai rien à faire, vite, je prends mon téléphone, je vais regarder Instagram, je vais regarder Twitter, je vais regarder Facebook. Mhm. Je le vois beaucoup. Tout le monde n'est pas comme ça, hein. Je ne veux pas faire de Bien généralité sûr. Ouais. sur la jeunesse. Bien sûr qu'il y en a plein qui savent qui ils sont, qui font de la méditation, qui se laissent pas duper par ça. Mais je pense qu'on est dans une société qui est tellement avide du temps de lecture, de regard pour vendre de la pub, Mhm. que tout est fait pour choper les gens le plus longtemps possible et qu'ils évitent de réfléchir. Mhm. Ça arrange aussi sans doute les gouvernements, sans vouloir faire de complotisme non plus, hein. Oui. Mhm. Mais plus on a affaire à un peuple qui est bête, plus c'est Mhm. facile, quoi. Ouais. Oui, mais ça date pas d'hier. Pour le coup, il y a mes souvenirs de philo qui reviennent avec Pascal et son fameux divertissement. Il disait que le plus grand malheur de l'homme est qu'il ne peut demeurer au repos dans une chambre, ce qui est toujours vrai, et qui, je pense, sera toujours vrai. Enfin, une des différences qu'il peut y avoir maintenant, comme vous le dites, c'est ce fait de capter l'attention. On est plus dans une économie de l'attention, où c'est qui va réussir à capter le plus d'attention possible pour, je ne sais plus de qui est cette phrase de vendre du temps de cerveau disponible, un Mhm. ancien patron de TF1 qui avait dit ça. Ah ouais. Et est-ce que vous aurez, enfin, quel conseil, si vous en avez, si vous avez envie d'en donner, donneriez-vous à cette jeunesse? Est-ce que selon vous, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques à avoir? Mais pas, enfin, c'est pas que la jeunesse, hein, c'est tout le Oui. monde qui a le Mhm. palier comme ça. Mais nous, comme on a eu plus de temps pour réfléchir sur nous-mêmes, on est peut-être un peu plus à même à dévier les pièges. Mhm. Euh, Apprenez à vous connaître. N'ayez pas peur de vous-même. Souvent, quand on est jeune, on a toujours honte d'un truc, on a honte de qui on est, on a honte de notre culture, on a honte de notre nez, de nos oreilles, de nos yeux, de notre bouche. Même si on est parfait, on va trouver un truc qui fait Mhm. que, ah bah non, il y a un truc qui ne va pas. En fait, tout va très bien. C'est juste qu'il faut se dire, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui va Mhm. me rendre heureux, moi, dans mon travail? Qu'est-ce qui va rendre les gens autour de moi heureux? Et comment je peux arriver à faire quelque chose en adéquation avec ce que je pense. Mhm. Euh, et ça, il faut du temps pour réfléchir. Mhm. Oui. C'est du coup, le fait de se concentrer sur des faux problèmes ne permet pas comment dire, de masquer les vrais problèmes de fond qui sont cette grande question, qu'est-ce que je vais faire de cette fichue vie et de ce temps qui m'est imparti. Et surtout, par rapport à la surinformation qu'on a, c'est-à-dire que Mhm. être informé, c'est bien, c'est très important. Le travail des journalistes est fondamental. Enfin, je veux dire, des bons journalistes, hein, ceux qui font Mhm. de l'investigation. Euh, mais je me dis souvent, Mhm. que j'imagine. Par exemple, j'imagine que j'ai jamais eu accès à l'information, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, j'ai jamais su ce qui se passait dans le monde. Qu'est-ce que ça aurait changé à ma vie? Moi, j'ai 58 ans. Alors, Mhm. j'aurais pas su que le mur de Berlin s'était effondré en 89. J'aurais pas su qu'il y a il y a la Chine qui prend le pouvoir au niveau de l'économie mondiale depuis Mhm. des années. J'aurais pas su ça. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ah, le prix de la vie augmente. OK. Mhm. La tête avec la guerre en Ukraine, oui, il y a un peu plus de Ouais. choses qui changent. Mais sinon, il y a plein d'éléments
qu'on nous a matraqués tout le temps sur des fausses peurs, des fausses craintes, une espèce de brouillard qui sont totalement inutiles. Et ils ont aussi, du coup, le fait de capter l'attention avec des mauvaises nouvelles. Je m'étais fait cette projection un jour où j'ai aucune preuve parce que je me dis, si un jour on arrive vraiment à prouver qu'il y a une forme de vie au-delà dans notre galaxie, une forme de vie extraterrestre, où vraiment on dit, ah bah, il fonctionne comme ça, etc., je suis presque certain qu'au bout d'un moment, les gens s'en foutraient. Qu'ils continueraient à vivre parce que ce serait juste une nouvelle information qui peut paraître complètement incroyable à l'échelle humaine, mais qui finalement, au bout d'un moment, j'ai l'impression que les nouvelles vont s'estomper. C'est vraiment un shot de dopamine. Oh, mon Dieu, c'est formidable, etc. Finalement, on revient ensuite à Mais je quelque pense chose. que déjà, plus de la moitié de la population pense qu'il y a des extraterrestres. C'est illusoire de se dire que notre galaxie a 200 milliards d'étoiles et qu'il y a 1000 milliards de galaxies à travers l'univers et se dire qu'on est les seuls. Ah oui, non, bien sûr. Je ne vois pas comment on peut dire ah non, on est les seuls. C'est vraiment. On vient au Moyen-Âge avec l'univers qui tourne autour de la Terre. Non, bien sûr, mais je parle vraiment que ça passerait aux infos ou des choses comme ça, de la même manière qu'on dirait bah, un tsunami au Japon, on dirait, ah, bah, tiens, le président de la planète, je sais pas quoi, a déclaré qu'il allait monter les impôts. Bah, ça ferait partie presque de notre quotidien. C'est une intuition. Je sais pas. Moi, je pense pas non plus que ça change grand-chose. Et je pense pas que les êtres humains soient plus sympas avec eux-mêmes. Sachant qu'il y a des extraterrestres derrière. De toute façon, s'il y a des extraterrestres, il suffit juste de réfléchir 3 secondes. S'il y a des extraterrestres avec la capacité de venir jusqu'ici, ils l'ont déjà fait depuis. L'univers existe depuis 14 milliards d'années environ. S'ils étaient déjà venus, c'est qu'ils ne sont pas belliqueux, donc il n'y a pas de souci à avoir. Mais moi, ce qui m'intéresse plus par rapport aux extraterrestres, on peut faire des digressions, c'est pas grave. Ah oui, non, on est là pour ça. Moi, ce que je me dis, il y a forcément des extraterrestres, mais il y a forcément des milliards d'extraterrestres. Et Oui, nous, on est là depuis pas très longtemps. Hein. La Terre a quoi, 5 milliards d'années environ. à peu près, ouais. Et Même pas un milliard près. c'est milliards, 4 milliards, je sais Non, pas. je crois que c'est 4 milliards 7. Mais bon, à cette échelle-là, je suis pas sûr qu'on peut faire des approximations. D'accord. Les dinosaures ont régné sur la planète pendant plusieurs centaines de millions d'années, Ouais. sans jamais évoluer. Nous, on a évolué parce qu'il y a un moment, c'était au niveau du Grand Rift africain, il y a eu un truc qui fait qu'on a dû descendre de nos arbres, se lever pour voir au-dessus de la brousse ce qui se passait. Et sinon, on serait resté comme les dinosaures à attendre qu'une météorite nous tombe sur la gueule. C'est parce qu'on nous a contraints, enfin, le climat, un changement nous a contraints à évoluer, qu'on a évolué, sinon on ne l'aurait pas fait. Donc, alors pourquoi je dis ça? Parce que depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années, d'autres civilisations ont pu naître et se détruire, ou naître, et puis voyager à travers la galaxie et observer le monde. Et ce qui me plaît comme idée, en tant que créateur, c'est de me dire, ces races-là, ces milliards de races-là, ont créé des milliards de musiques, de livres, de films. Quels sont les points communs? Parce que quand tu prends une octave, et quand tu fais de la musique, il n'y a pas 1000 façons de faire de la musique, de toute façon. Oui, bien sûr. On peut avoir une oreille différente, entendre un peu plus de son, un peu moins de son, voir des tableaux avec plus d'ultraviolet ou d'infrarouge. Mais en gros, c'est la même chose. Donc, je me dis, quelles sont les musiques en commun qu'on va avoir? On va avoir du Bach en commun, forcément, puisque c'est très mathématique. On va avoir plein de choses des Beatles en commun, pas les paroles, mais au niveau de la rythmique et des choses. Quelles vont être les choses très spécifiques de la Terre? Ça va être les choses beaucoup plus, je ne sais pas, Bohemian Rhapsody de Queen. Là, c'est tellement dans tous les sens que c'est peut-être difficile de refaire la même chose. Mais c'est intéressant de se dire, voilà, il y a déjà il y a l'Odyssée, il y a déjà les raisins de la colère, il y a déjà tout ça, plus ou moins pareil, et des milliards de fois qui existent. Mais du coup, est-ce que ça sous-entend
ça peut à la fois attiser plus la curiosité, mais de se dire que du coup, une œuvre qui est sur Terre n'est pas encore moins unique que ce qu'on pourrait le penser. Du coup. C'est pour ça que ça m'intéresse de penser ça. Mhm. Mais c'est vrai que si je prends l'exemple de la musique, si on fait je sais pas, parce qu'on peut voir il y a de l'ethnomusicologie qui compare un petit peu les musiques je sais pas, de peuples qu'on ne connaît pas ou des choses comme ça. Là, on est plus dans un truc plus une mondialisation presque de l'art où il y a de moins en moins de spécificité. Mais où je voulais en venir déjà. Oui, si on prend par exemple un La mineur sur Terre, peu importe si on soit au Japon, en France, aux États-Unis, etc., ce sera toujours un La mineur. Ça pourrait être interprété de manière différente, ce sera toujours un La mineur. Mais du coup, étant donné que la musique, c'est aussi de la science avec de la vibration sonore, est-ce que du coup, j'imagine qu'un La mineur sur Terre, sur la planète X, Y, Z, serait toujours aussi un La mineur. Et par contre, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils en font. Et du coup, j'ai mon cerveau qui s'illumine et je vais faire ça parce que j'ai le soleil en pleine figure. C'est-à-dire que des créateurs d'autres planètes, mince, j'ai perdu le fil. Ce que je veux dire, ouais, voilà. À l'échelle planète Terre, on a fait des explorations pour justement essayer de comprendre un petit peu comment évoluaient les autres peuples pour justement connaître vraiment les fondements un petit peu de l'humanité. C'est-à-dire que du coup, à l'échelle de l'univers, on pourrait faire exactement la même chose si on avait accès du coup à ces autres peuplades. Ou en tout cas, alors, à des éléments de culture. Ouais. Et non, effectivement, j'avais jamais vu en fait les choses sous cet angle. Moi, j'imaginais plus du fait de dire effectivement, il existe d'autres peuples, parce qu'est-ce qu'ils sont humanoïdes ou pas, on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils pensent, etc. Mais ça sous-entend que Ça est-ce sous-entend que simplement que nous, on est tous frères sur cette planète-là, même si Mhm. certains ont des gènes de Cro-Magnon, de Néandertal ou des Inoviens, je ne sais plus comment. Enfin, il y a plusieurs races Mhm. d'humains qui sont mélangées. Hein. Mhm. Donc on est tous quand même plutôt frères, mais on n'est pas frères avec les autres planètes. Sauf Ouais. que si on est sur un mode de carbone, il y a quand même un rapport assez proche avec l'oxygène, Mhm. etc. Et niveau culturel, il y a une forme, à mon avis, de fraternité malgré tout. Mhm. Surtout que si la vie est apparue sur Terre dans certaines conditions, à mon avis, elle a dû apparaître sur certaines autres planètes, à mon avis, dans les mêmes conditions, avec du coup tout ce qui fait tout ce qui fait que les êtres vivants sont des êtres vivants. Et si du coup il y a cette idée vraiment de socle commun à l'ensemble de la matière qui puisse exister, il y a peut-être forcément du coup des bribes de là à dire est-ce qu'il y a un ADN commun, ça je ne pense pas. Mais ce serait vraiment intéressant de voir un. Et d'ailleurs, dans Spielberg, dans Rencontre du troisième type, le langage commun qu'ils commencent à avoir les uns avec les autres, c'est avec le son. Oui. Ta, 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 Mhm. ta. Et c'est malin, quoi. Mhm. Ce qui fait que du coup, il y aurait vraiment quelque chose vraiment un socle commun. Alors, c'est peut-être moi qui ai des biais cognitifs, mais j'aime l'idée qu'il y ait vraiment un socle commun et que de là vienne toute cette expansion, que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'univers ou quoi que ce soit. Il y a forcément quelque chose qui relie les choses. Alors, je n'ai aucune preuve, ça se trouve, je dis n'importe Moi, je ne quoi. pense pas que ça soit relié comme ça. Je pense qu'il y a des éclosions à travers l'univers Mhm. d'intelligence. Enfin, nous, je ne sais pas si on peut se qualifier d'intelligent, mais Oui. bon, il y a quand même du travail encore un petit peu à faire, vu Mhm. ce qu'on fait de la planète. Mais comme ça éclot sur la même fonctionnalité du carbone, Mhm. l'évolution est la même, la création reste la même, et ce n'est pas obligé d'être un truc central qui va se répandre. Oui, Ça ouais. peut se créer et se répandre à travers l'univers de la même façon, sur les mêmes principes. Mhm. Comme les cultures sur l'échelle de l'humanité, il y a eu le miracle grec en Asie, et puis au Pérou, voilà, c'est Ouais. où c'est né pas forcément en même temps, mais en tout cas c'est né. C'est une forme normale, la pyramide, c'est une forme normale de Mhm. construire le plus haut possible. Bah, c'est normal d'en retrouver un peu partout. Et c'est Mhm. pareil pour la
musique, à mon avis, et la création d'histoires. Je pense que l'histoire d'un mec qui sur une peau de banane qui glisse, je pense que ça intéresse, on fait ça, pas forcément avec une banane, mais peut-être avec des bananes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses qui ne ressemblent pas à des bananes qui existent là-bas et que des gens marchent dessus et qui tombent. Le gag de la peau de banane existe forcément. Le gag de la bouche d'égout doit exister aussi. Et pas qu'une fois. C'est ça qui est hallucinant. Et qui donne le vertige, c'est des milliards et des milliards de fois. Qui font rire du coup des milliards et des milliards de personnes. Mais du coup, est-ce que ça vaudrait le coup, dans ce cas, de s'étonner encore de certaines choses? Dans quel sens tu dis Bah, ça? si en fait, si tout existe ici et que tout existe ailleurs, est-ce que du coup, il n'y aurait plus rien de surprenant, en fait, du coup, Oui, nous, on ne connaît que les choses qui sont ici. Ouais. Oui, du coup, on pourrait découvrir les choses que eux ont et nous n'ont pas. Ouais, c'est pour ça que si un jour on est confronté aux extraterrestres, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de discuter avec eux, c'est de voir ce qu'ils ont fait. Ouais. Et même si du coup, si vous aviez, admettons, là, on toque à votre porte, c'est un vulcain ou je sais pas quoi, ce serait quoi la première chose, si vous voulez pas discuter avec, ce serait quoi la première chose quand même que vous lui dites à part bonjour? Déjà, en quoi je peux vous aider? C'est une forme de politesse. Parce que s'il vient jusqu'à moi, c'est qu'il a envie d'un contact, donc c'est ça qu'il faut voir. Après, comment lui peut m'aider, ça vient en deuxième ordre. Ce serait, je trouve ça farfelu et en même temps intéressant comme question, parce qu'il y a toujours, à mon avis, s'il vient chez vous, il y a cette idée de savoir s'il vient, c'est peut-être pour moi personnellement, ou alors il a juste besoin d'aide et il a besoin du coup d'un humain pour l'aider. On Je est fais très pas loin la... du sujet. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est justement ce que j'aime dans cette émission, c'est que avec des cuisiniers, on parle ensuite de maths, avec des entrepreneurs, on parle de meubles, etc. Enfin, j'aime bien cette idée de juste une discussion et des flux comme ça de cerveau et pas forcément interroger les gens pour ce pourquoi on les interroge tout le temps. Et si je reviens un petit peu du coup à mon fil directeur, vous aviez dit à un moment que du coup, vous aviez une enfance un peu plus solitaire, que du coup, à travers la bande dessinée, il y avait cette idée de pouvoir rattraper un petit peu ce que vous n'avez pas forcément eu, si je me souviens bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez durant votre enfance que vous faites toujours maintenant? À part respirer, boire, manger. Jouer, je continue à jouer, je suis toujours très joueur. Je dessinais quand j'étais gamin. J'ai toujours aimé les surprises quand je regarde des films et des séries de télé quand j'étais gamin. J'aime toujours les surprises maintenant. Au que comme j'ai de plus en plus d'acquis culturels, c'est de plus en plus difficile de me surprendre. Donc il y a une petite frustration au niveau culturel à ce niveau-là. Mais je reste toujours ouvert à des choses différentes. Mais voilà, je pense pas que c'est difficile parce que quand on se regarde gamin, on se dit oui, c'est moi, mais c'est pas moi, quoi. Je suis passé par là, mais je réfléchissais tellement différemment. On peut faire des erreurs, c'est pour ça que le pardon doit exister. C'est parce que quand on est plus jeune, voilà, on ne réfléchit pas pareil, on n'est pas pareil, même au niveau des atomes, des molécules de notre corps, toutes les cellules de notre corps, je crois qu'ils sont totalement régénérés tous les 20 ans. Tous les 7 peut-être à vérifier, mais en tout cas elles sont régénérées dans tous les cas. Chaque fois, tu me dis un chiffre différent par rapport à ce que j'avance. Je vais m'humilier. Mais non. Ça, en fait, ça dépend des cellules du corps, mais celles les plus longues à régénérer, il me semble que c'était 20 ans. Ah, c'est possible. Il faudrait questionner un biologiste. Mais... Voilà, donc j'ai 58, ça veut dire que j'ai eu déjà 2 mues totales oui. depuis que j'avais 8 ans. 3 mues, enfin un truc quasiment.
Euh, donc, c'est normal de se regarder en arrière avec, avec nostalgie, mais en même Mhm. temps, qui c'est lui? Est-ce que vous arrivez du coup à quand même vous reconnaître? Parce que Je il ne peux pas a... m'en connaître puisque c'est pas moi. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui Je peux prouve me que c'est... souvenir je peux me souvenir Mhm. un peu de l'état dans lequel j'étais, de l'état Mhm. psychologique dans lequel j'étais, l'état affectif dans lequel j'étais. Mhm. Ça, je peux m'en souvenir, oui. J'ai de la mémoire pour ça. J'ai pas de mémoire pour plein de trucs. Ouais. Dès que je dois lire des bouquins et me souvenir de choses, c'est mort. Mais tout ce qui Mhm. est mémoire d'histoire, mémoire affective, ça, je m'en souviens très bien. Du coup, c'est ça qui vous permet de vous reconnaître dans les années au fur et à mesure du temps. Quel serait l'intérêt de se reconnaître? Ben, pour savoir qu'on a existé, mais qu'on est toujours cette mêmeté qui fait qu'on dit, bah, tiens, cet individu qui a 5 ans, c'est moi, et moi qui ai la cinquantaine, c'est toujours moi. Et ce qui permet de faire une forme de continuum. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, Oui, mais comme je te dis, moi, je ne pense pas qu'on soit le même. Il y a un glissement progressif dans notre mode de réflexion. Alors, pourquoi est-ce que quand on a 20 ans, généralement, on est de gauche, et pourquoi quand on en a 60, 70, on est de droite? euh, bah, Or qu'on est la même personne. oui. Bah, c'est plus l'idée, pas forcément de se reconnaître en tant que soi, mais plus peut-être pour le... Comment dire? Parce qu'effectivement, on n'est pas du tout la même personne, mais je trouve ça quand même important de savoir qu'on a été, en tout cas, cette personne, peut-être. Je pense que c'est important de savoir d'où on Ouais. vient. Ouais. Notre entourage, notre famille, nos amis à l'époque, nos amis au fur et à mesure, nos familles au fur et à mesure, avec qui on a vécu, notre femme, notre Mhm. conjoint, nos enfants. Il y a, il y a- il y a- il y a un il y a un lien, il y a une continuité, c'est normal. Mhm. Mais après, qu'est-ce que tu... Moi je n'ai pas envie de vivre dans la nostalgie, ça ne m'intéresse pas. Mhm. Par contre, me dire, voilà d'où je viens, voilà quel était mon objectif de vie, mon objectif d'être humain, Mhm. quand j'avais 18 ans, que je voulais devenir, est-ce que je suis devenu cette personne-là? Est-ce que je suis devenu autre chose? Si je suis devenu autre chose, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est Mhm. moins bien? Toujours réfléchir à ça, sans non plus se paniquer et se Mhm. prendre l'esprit comme ça. Mais je pense que c'est quand même important de... J'aime bien, par exemple, l'idée, quand on a 10 ans, de s'écrire une lettre pour son choix de Mhm. 20 ans, son choix de 30 ans, son choix de 40 ans. Ouais. Et la même chose quand on a 20 ans, c'est s'écrire une Mhm. lettre pour se dire, voilà, deviens pas un connard, deviens pas, Mhm. ne laisse pas la vie te bouffer, parce que c'est ça le piège, en fait. Ouais. C'est laisser la vie se bouffer. Et quand je dis la vie, c'est pas la vie en soi, c'est les rapports humains, Mhm. c'est la, Ouais, le cumul se du faire corrompre, quotidien. se faire Mhm. corrompre par le Ouais. pouvoir, par la vie, par l'argent, par des envies qui ne sont pas des vraies envies. Mhm. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on sait quand on a 8 ans, 10 ans, 15 ans? Je crois pas. Je crois qu'on l'apprend au fur et à mesure. Mhm. Et si on ne l'apprend pas, c'est qu'on se laisse bercer d'illusions et qu'on se laisse mener par la vie sans réfléchir à vraiment la guider soi-même. Mhm. Du coup, ouais, ce qui crée une forme de fidélité à soi. Moi, en fait, j'écris dans des carnets depuis que j'ai 16 ans, donc ça va faire quel âge j'ai? Je vais avoir 31, presque 15 ans, je suis très mauvais en maths. Et je remarque vraiment cette espèce de continuum, et ça me permet, quand je les relis, non pas de me replonger dans la nostalgie, mais de voir progressivement quelles sont les étapes de réflexion que j'ai eues qui m'ont permis d'être la personne que je suis. Et je me demande comment je vais être peut-être plus tard, quand j'aurai 40, 50, 60, pour voir justement cette espèce de continuum. C'est plus ce sens-là que j'entendais, le fait de se reconnaître, mais pas forcément le fait de se dire, ah, j'étais comme ça, c'est dommage, je ne suis plus comme ça. Mais voir un petit peu, enfin, pareil, c'est possible que je me trompe, et c'est très possible même, mais j'ai toujours cette intuition c'est Paul Ricoeur qui dit ça dans Soi-même comme un autre, qui parlait de la mêmeté, qui parlait du fait qu'il y a toujours ce fil rouge, ce fil directeur,
qui fait qu'on arrive à s'identifier comme étant la même personne à 10 ans qu'à 70 ans. C'est plus ce sens-là. Mais pareil, je n'ai pas de preuves scientifiques et je pense qu'il n'y en a pas, en fait, de ça. Mais c'est une croyance que j'ai, en tout cas. Non, je ne sais pas rebondir là-dessus. Il me reste 3 petites questions, parce que j'ai bientôt, enfin, notre émission touche à sa fin. Et juste pour dire un truc par rapport Ouais. au passé, au présent, au futur, parce que c'est un peu la thématique là, de ce que tu dis. Le passé, on ne peut rien y faire. Le présent, Oui. on le vit à chaque instant. C'est un petit peu là où il faut être, quoi. Sans oublier le futur, parce qu'on peut se préparer un petit peu le futur. On peut se faire des cadeaux pour soi dans le futur. Moi, j'aime bien me faire des cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a une tâche chiante à faire. Je ne vais pas procrastiner en disant allez, demain, je m'en occuperai. Je le fais maintenant. Et le lendemain, je me dis ah oui, merci d'avoir fait ce truc-là. J'aime bien quand je mets quand je mets mon blouson d'hiver, trouver des bonbons dans les poches, des trucs comme ça me fait plaisir. Donc, faut pas hésiter à se faire des cadeaux, quoi. Et s'arranger et se faciliter la vie sans écraser les autres, bien sûr. Mais c'est le présent, quoi. Je pense que le passé, par exemple, alors, ça n'a rien à voir. J'ai vu que sur ton bras, tu t'es fait tatouer un truc tout du long. Oui, ouais. Ça a une signification, ça veut dire quelque chose pour toi. Et c'est quelque chose que tu veux garder pour toute ta vie, inscrit ça. sur toi. C'est l'idée, ouais, c'est 2 citations qui sont un peu mes mantras. Alors, j'espère pour le coup que ce sera les mêmes toute ma vie, sinon je serais un peu embêté. Mais En fait, j'ai l'impression que tu as peur de changer. Tu n'as pas tout à fait confiance en toi en vieillissant. Et donc, tu dois t'écrire le truc pour être sûr de ne pas oublier. Non? Enfin, c'est j'extrapole pas... peut-être. Non, c'est pas forcément ça. C'est plus Je pense pas que j'ai peur de changer. Je pense que ça doit être une peur. Je pense que l'être humain a besoin de permanence, en fait, de se raccrocher à des choses. Étant donné comme on vit que le présent, mais que là, le présent est tout de suite passé, et que là, c'est encore passé, etc., etc. Je pense que l'être humain, face du coup il y a mon micro qui fait des siennes, j'ai l'impression. Face au fait que cette fin inéluctable qui sera notre trépas, a besoin du coup de se raccrocher à des choses de permanence. C'est pour ça que c'est si difficile de changer aussi des sociétés, parce que les gens ont peur en fait du changement. J'ai pas forcément peur, moi, de changer dans le temps, mais par contre, je sais que j'ai besoin de me raccrocher à certaines choses de permanentes. C'est pour ça que je suis très routinier, en fait, comme garçon. Et le fait d'avoir, c'est vrai que ces inscriptions, ça me rappelle un petit peu ce fil directeur, du coup, que j'ai envie d'avoir. Voilà. Mais est-ce que ça me rassure? C'est possible. Mais ouais, c'est plutôt l'idée, si que la vie est vraiment plus une espèce de lasso comme ça, et que c'est bien d'avoir quelque chose pour pas oublier justement, de rester fidèle à soi, de ne pas se laisser envahir, corrompu par les dictats sociaux, quoi que ce En soit. fait, quand je parlais de lettres quand tu as 10 ans, pour toi, quand tu as 20 ans ou Ouais. 30 ans, toi, la lettre, tu te l'es gravée sur les bras. D'une certaine manière, ouais. C'est une citation de Spinoza et une de Juvénal, des personnes que j'aime beaucoup. Mais oui, c'est un peu ça. Ça permet effectivement de dire dans 20 ans, il y aura toujours inscrit cet adage-ci et cet adage-là. Et je trouve ça chouette l'idée de pouvoir me relire, du coup me reconnecter un peu à la personne que j'étais. Du coup, il y a quand j'avais 16 ans, j'aurais pas forcément voulu me reconnecter. Mais, mais ouais, pas oublier un petit peu conserver en fait l'enfant, d'une certaine manière. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des tatouages, de Mm. voir les gens qui se sont gravés des citations sur le corps, et voir 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, Ouais. où ils en sont par Mhm. rapport à ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça les fait un peu chier? Est-ce qu'il y a des petits contournements? Bah, faudrait faire pareil, encore une étude statistique à faire. Pour ma part, j'ai l'intuition
Enfin, tu vois, ces deux citations, c'est ni rire ni pleurer, ni haïr mais comprendre. Et je vois pas comment je pourrais ne pas être d'accord plus tard avec ça. Je vois pas comment. On change avec la vie. Oui, alors ça c'est sûr. Mais vu que je suis d'un naturel assez compréhensif, j'aime bien comprendre, j'aime bien faire du sens. Je m'imagine pas, ou alors je serais, pour le coup, je serais peut-être plus. Je vois pas comment je pourrais être en scission avec moi-même, pour reprendre les inconnus, de dire ah non, je veux plus comprendre, je veux juste je m'en fous. Ou alors ce serait que je serais blasé, mais ce serait triste. Et c'est quand on vieillit qu'on devient blasé. Ah, oh, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont 20 ans, ils sont déjà blasés, ils viennent me voir justement pour plus être Ah blasés. ouais? Mm. D'accord. Mince. Ah bah, on vieillit plus vite. Euh, pour en revenir du coup pour un petit peu recadrer un petit peu, est-ce que donc on a vu que dans vos scénarios, il y avait pas, Oui, c'est pas grave, hein, j'ai ouais, pas. dans tes scénarios, il n'y avait pas forcément, tu faisais de manière assez spontanée, il y avait pas forcément tu savais pas forcément la fin, sauf quand il y a vraiment un processus logistique qui se crée. Est-ce que par rapport à ta propre vie, tu restes dans cette spontanéité ou tu as déjà un plan sur ta vie dans 5 ans est déjà organisé? Non, non, dans 5 ans, c'est pas organisé. Je sais pas trop. J'essaie d'être. Alors, il y a un verbe que j'aime beaucoup, c'est obvier. Ouais. Ce qui veut dire essayer d'empêcher que des malheurs arrivent, les contourner, Mhm. pour préparer le coup à l'avance, quoi, pour pas Ouais. être dans la merde. C'est mon côté un peu parano sans doute. Donc effectivement, avec ce qui se passe à travers le monde, je me dis peut-être que ce serait intéressant d'avoir une ferme, des poules et des chèvres pour être tranquille. Et en même temps, si c'est pour vivre tout seul dans son coin, alors qu'on est quand même des animaux sociaux, puis crever tout seul dans mon coin, parce qu'au bout d'un moment, je fais un AVC ou n'importe quoi, je Mhm. vois pas trop l'intérêt. Je préfère vivre de manière sociale le plus longtemps possible, comme ça. Donc, moi, je reste toujours ouvert à tout. Mhm. Et je me rends compte qu'avec le temps, j'ai vraiment des modifications de mon entendement Ouais. qui sont soit volontaires, soit involontaires, mais qui font que je ne suis plus la même personne de toute façon. Mhm. Et je pense que cette espèce de réforme de l'entendement, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, c'est pas possible, quand on est comme on est, on va pas se changer. Mais quand on comprend que c'est une question d'évidence, de survie, de bienveillance, etc., on se dit, bah oui, effectivement, il faut aller dans ce sens-là. Mhm. Quand on voit qu'on ne peut pas changer les autres, mais qu'on peut se changer soi-même, bah, il faut dire, bah voilà, si quelque chose m'affecte et que je ne peux pas changer la chose qui m'affecte, j'aime moi la façon dont ça m'affecte. Mhm. Et c'est la seule façon de faire de toute façon. Et puis après, essayer de faire les choses bien autour de soi, mais c'est anecdotique. Je crois qu'il faut vraiment essayer voilà, de se connaître. On en revient au truc du début, hein, c'est Mhm. la Bien même sûr. chose. Mhm. Ce- pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu la clé de tout, de voir un petit peu enfin, en tout cas, se connaître là, maintenant, tout de suite, ce qui veut dire que dans le futur, on ne sera pas forcément la même chose. L'idée d'être un peu, prendre un petit peu être un thermostat, un petit peu. Mais je ne vois pas non plus que j'ai l'air de dire des trucs un peu trucs de bouddhiste à la con et tout ça, parce que c'est vrai que genre, il faut apprendre à se connaître, faut un peu faire de méditation, ça. Je ne fais pas vraiment de la méditation, Mhm. genre très vaguement, mais et à ma façon, Mhm. sans dogme, et je ne suis pas tout le temps en train de penser à moi, qui je suis, qu'est-ce que je deviens, Oui, oui, etc. bien sûr. Je crois que ce serait aussi une erreur de s'enfermer dans un monastère et de prier Mhm. un Dieu quel qu'il soit pour le bien-être du monde. Je pense Mhm. qu'on est dans un monde, il faut être actif et actif de manière positive. Mhm. Non, Mais pas sans faire martel en tête et ouais.
et finir par être écœuré parce qu'on voit que le monde ne bouge pas. Mhm. Le monde il bouge toujours un tout petit peu sur les bords et là où on est. Mhm. Non, l'idée, c'est pas de sombrer dans le New Age ou quoi que ce soit, c'est juste, je trouve, des bonnes pratiques qui permettent de... C'est presque du bon sens, quoi. Tu peux pas, comme les personnes qui enchaînent les relations amoureuses toxiques, qui disent, ah ben, j'ai vraiment pas de chance, en fait, je tombe toujours sur le même type de personnes, alors qu'ils ne se sont pas forcément demandé qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, quelles étaient leurs limites, qu'est-ce qu'ils toléraient, qu'est-ce qu'ils toléraient pas. Donc il y a vraiment cette idée-ci. Euh, donc, si je vais résumer un petit peu, c'est plus l'idée d'être prêt à ne pas être prêt que tu cultives. D'être ouvert, Ouais, une espèce de, je sais pas, être une espèce d'agnostique de la vie. ouais, c'est chouette comme, comme concept. Mhm. Il me reste trois petites questions, à moins que tu aies envie de rajouter, poursuivre sur cette réflexion. Non, je te dirais si j'ai des idées. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais conseiller à des personnes qui nous écoutent? Ou un film, ou une musique, Non, je mais sais ça pas. dépend ce que veulent lire les gens. Moi, je vais pas. Parce que un livre de fiction, il y en a plein. Des Mhm. livres philosophiques, il y en a plein. Quelque chose que le Moi, genre je de... je crois qu'il faut rester ouvert. Je veux dire, quand tu vas chez un libraire, Mhm. faut dire voilà ce que j'aime, ce que j'ai aimé, tel type non, là, je voudrais tel type de choses maintenant, et puis laisser le libraire te guider. Moi, si Mhm. je dis un truc, c'est par rapport à moi, par rapport à maintenant, ou par rapport à mon vécu. Donc, ça n'a aucun sens de dire il faut que vous lisiez Le Prince de Machiavel, même si on y apprend Ouais. des choses Mhm. intéressantes sur les relations humaines et sur le pouvoir. Mhm. Mais j'ai autant aimé le Seigneur des Anneaux, j'ai autant Mhm. aimé du Stephen King. Mhm. C'est pour ça que c'est pas forcément d'un point de vue dogmatique que je posais cette question. C'est si les gens sont ouverts du coup d'esprit, peut-être qu'ils devraient aller plus dire il existe ce film, il existe ce livre, j'ai aimé, peut-être que bon après Je sais pas, moi, j'ai fait un bouquin avec Donald Duck qui ouais. était à la recherche du bonheur. Mhm. Enfin, enfin, je vais faire. Alors, l'histoire, c'est très simple. Donc, c'est Mhm. comme le Mickey qu'on avait fait avec Kermidas, Ouais. donc c'est avec Kermidas encore. Et c'est Picsou qui va envoyer Donald aller chercher encore un trésor. Et trésor, Donald il lui dit, mais on s'en fout du trésor. À chaque fois que tu me demandes un trésor, tu es content sur le moment. Tu as un petit moment de bonheur, mais après, Mhm. tu veux un autre truc. Donc, ce que tu veux vraiment, c'est le bonheur. Et Picsou lui dit, OK, va me chercher le secret du bonheur. Et là, je me dis, OK, bon, donc j'ai lu quelques bouquins de philo. Mhm. Bon, à la recherche du bonheur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est une honte. Bah, c'est récent, c'est assez récent. Et le mec disait en gros que le bonheur peut s'apprendre, Mhm. mais qu'on n'est pas tous doués et aptes à avoir et être heureux. C'est-à-dire que de façon innée, biologique, c'est 50% des capacités à être heureux. On peut être heureux à 0% d'un point de Mhm. vue biologique. Et Ouais. après, tu as l'apprentissage, avec les parents, le vécu, et je crois que tu as 10 ou 20% que tu peux te modeler toi-même. En Ok. fait, mais en fait, tu te dis, voilà, t'as pas trop, si tu n'as pas de chance au début, ouf, à la limite, tu peux avoir 50% de chance d'avoir du bonheur en bossant à fond et en ayant une Mhm. famille heureuse, en ayant un ADN et une antériorité biologique désastreuse au niveau du bonheur. Mhm. Donc c'est douloureux. Et alors, est-ce qu'on doit chercher le bonheur aussi dans la vie? Son bonheur, ou le bonheur des proches, ou le bonheur de la terre Mhm. entière, il y a encore des trucs. Et après, se dire, et pour quelle raison? Ouais. Pour moi, pour mon bonheur personnel égoïste, Mhm. que tous les gens soient heureux, mais dans quel but que tous les gens soient heureux? Et en fait, il y a plein de questionnements qui peuvent se rajouter Mhm. les uns aux autres, qui sont complexes, en fait, et C'est qui vont pas dans le sens du bonheur, parce que tu poses trop de questions.
Oui, du coup, Et plus tu te poses des questions, plus tu t'angoisses, et plus tu t'angoisses, moins tu as le bonheur. comme si on reprend un petit peu le truc de début, il y a pas mal de hasard, mais également le fait de saisir du coup les opportunités. Et peut-être qu'à force justement de trop vouloir chercher quelque chose, il peut être là devant nous. Ça va être très comment dire, cliché de dire le bonheur est là devant nous, il suffit de le saisir, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, donc le principe, c'est surtout de ne pas être dupe de soi-même, de ne Mhm. pas se mentir à soi-même. Quand on se ment à soi-même, on... c'est fichu, quoi. Mhm. C'est de la facilité, c'est de la paresse, et bah, c'est pas un cadeau qu'on se fait, quoi. Mhm. J'ai la même chose en dessin, pour revenir à ma pratique. Le dessin, tu fais un dessin, une case, un truc, puis tu dis, est-ce qu'on comprend bien? Puis tu dis, ouais, c'est bon, ça passe. Et en fait, j'ai compris que ça, quand tu dis ça passe pas. Mhm. Il faut Ouais. que ce soit bien. Il faut que ce soit Mhm. bien fait. Donc il faut refaire la case. C'est pas grave, tu fais un trou dans la page, tu recolles un truc. Mhm. Et voilà, là c'est bien. Ça passe pas. Dans la vie, c'est pareil. Bon, Mhm. allez, ça passe. Non, ça passe pas. Ouais. Sinon, ça a le goût de presque, du coup. Mm. Et, est-ce qu'il y aurait un conseil au toi d'il y a 10-20 ans que tu aimerais te donner? Je, je- que je me donne un conseil du mois de Ouais, quand j'avais 30 ans. ouais, par exemple. Est-ce que Ah, non, bah, c'est tout ce que j'ai dit là. Mhm. Moi, j'étais. Une fois, on m'a dit, t'as quel âge? J'avais dit 35 ans. Et, ouais, à 35 ans, c'est bon, tu sais ce que tu veux faire. Genre comme si. Mhm. En fait, mes copines me disaient quoi? Genre, oui, autour de 33 ans, on sait ce qu'on veut faire, on a un métier, on a plus Ouais. d'assurance, on sait où on veut aller. Avant, c'est un peu. C'est pas que c'est foutraque, mais il y a plein d'idées, il y a plein d'énergie dans tous les sens. On ne sait pas trop. 33, 35 ans, on sait ce qu'on veut. Mhm. Et ça m'avait surpris parce que je me suis dit, on peut très bien savoir ce qu'on veut à 20 ans, on peut très bien découvrir ce qu'on veut vraiment à 50, à 60. Je pense qu'on est dans un pays en France où on changeait très, très, très peu de métiers et on changeait très, Mhm. très peu de villes Ouais. en vieillissant, contrairement aux États-Unis où on change de métier, on change d'État assez facilement. Mhm. Et je pense que de plus en plus, et surtout avec le confinement et tout ça, il y a des gens qui ont pris conscience que ben, c'est pas obligé de rester là où on est, c'est pas Mhm. obligé de rester à faire ce métier-là, qui est un métier pénible, quoi, pas intéressant, pas captivant, et qui a moyen de vivre de manière différente. Mhm. Et là, encore une fois, c'est parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir. Mhm. Je crois que c'était une bénédiction, ces confinements. Pas pour tous les gens qui sont morts, Oui, évidemment, c'est sûr. mais je pense que ça a été un petit moment un petit pas de côté, un petit moment de recul qui, qui, qui va être plus important qu'on ne le pense Mhm. dans les décennies qui viennent. Bah oui, il y a eu vraiment eu ce ralentissement qui a, alors, pareil, qui était horrible pour certaines personnes, d'autres personnes l'ont vraiment mal vécu, mais pour qui c'était on va dire, un mal nécessaire pour justement se retrouver avec soi et se rendre compte qu'en fait, on était pris dans un tumulte du quotidien qui finalement ne vous correspondait pas forcément. Mhm. Il suffit de voir, par exemple, l'été dernier, genre en juin, les journaux ils disaient il manque 200 000 à 300 000 personnes au niveau de Mhm. l'hôtellerie, restauration, parce que les gens n'y reviennent pas, ils veulent plus faire ce job-là. Mhm. Ben oui, c'est un job de merde. Mhm. Ben oui. Avoir des services comme ça qui se terminent à minuit, être debout tout le temps, bah non, c'est pas agréable. Mhm. Pourquoi les gens devraient faire ça pour payer leur appartement à Paris? Bah, ils vont déménager de Paris, ils vont aller ailleurs, ça va leur coûter moins cher. Et puis voilà, Mhm. c'est réglé pour eux. Ouais. Bah oui. Oui, c'est pas. Les gens s'étonnent que les gens veulent plus faire des choses qui sont pénibles. Mais en même temps, si on les traite mal, si on les des conditions qui sont affreuses, bah évidemment. Euh, écoute, moi j'en ai pour le moment j'en ai fini. Est-ce que je te laisse le mot de la fin peut-être? Sans être grandiloquent, pénible, chiant,
prosélyte, etc., c'est compliqué. Euh, Ça peut être juste un mot. Une fois, quelqu'un m'a dit courgette, et puis c'était le mot de la fin. ouais, je sais pas. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans tout ce que j'ai dit déjà qui sont un peu entre pénibles et intéressants. Et faites le tri, quoi. Faites le tri. Ce que je dis pour moi, c'est pas valable pour tout le monde, donc faites le tri. Et faites le tri tout le temps. Justement, ouais, s'approprier, enfin, prendre ce qu'on a envie de prendre, qu'on pense bon pour soi, et le reste le laisser aux autres pour qui ce sera bon pour eux, etc. Alors, en tout cas, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si tu veux qu'on te retrouve? On ne me retrouve pas. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup et à une Merci. prochaine. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un like ou un commentaire. C'est votre appli de podcast préféré. Si vous voulez me retrouver pour discuter ou découvrir mon univers, ou tous les bons conseils que je peux partager, le plus simple, ça reste Instagram ou LinkedIn. Vous cherchez Simon Delannoy et vous allez tomber sur moi, sinon je vous mets les liens en description. Et si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, sur votre carrière, ou que vous n'avez pas de réponse à cette grande question « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette fichue vie ?», je vous invite à accéder à mon atelier gratuit qui s'appelle Le Secret, dans lequel vous allez découvrir les 5 grandes erreurs que font 99% des salariés qui veulent se reconvertir, comment les éviter et quels sont les secrets d'une reconversion réussie. Le lien est dans la bio. À bientôt.